là aussi, du côté des Red Sox, on a parié, Marc. Puis regarde, je te dis pas que c'est ça qui va arriver en deuxième moitié de saison. On est obligé de donner une bonne note au deuxième étage. Oui, absolument. Puis, tu sais, tu as raison de mentionner que Raphaël Devers, bon, le dossier Devers a certainement été le dossier important. Puis, écoute, je commence à comprendre un peu, bon, toutes les raisons derrière cet échange. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Plan de match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles, fier partenaire de votre passion. Et par les capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. À la pause du match des étoiles, on vous présente compte complet, comme à l'habitude, Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. Un petit bilan de ce qui est arrivé au cours de cette première partie de la saison 2025. On va passer par chacune des sections. Auparavant, juste un petit rappel, c'est qu'il y a des balados qui se sont ajoutés, fort intéressants. Marc en a réalisé quelques-uns de ceux-là, donc on vous invite à y aller. Marc, notamment celui sur les receveurs là, qui est disponible depuis la fin de semaine et aussi quelques prospects à qui tu as parlé. Là. Oui, effectivement, Charles Davalant a fait une belle discussion avec le jeune qui était à l'Université d'Arkansas, qui est évidemment admissible au repêchage. C'est disponible présentement. Évidemment, allez visiter notre site Internet pour en savoir plus. Exactement. Marc, on va commencer tout de suite et on va s'attarder à l'Est américaine. C'est la section qui intéresse le plus de monde. Beaucoup de partisans des Jays, des Yankees et des Red Sox de Boston. Les Blue Jays, Marc, grosse séquence de 10 victoires, ce qui les a mis dans le cœur de la course. C'est loin d'être terminé, évidemment. Il reste beaucoup de temps. En plus, là, les Red Sox ont montré des dents au cours des dernières semaines, ce qui donne peut-être raison à Craig Breslow. Il disait qu'on va en gagner plus qu'on va en perdre sans Raphaël Devers. Marc, bravo aux Blue Jays. Ils ont réussi ça contre vents et marées, et on l'a mentionné souvent, sans une contribution attendue des lanceurs partants, sans une contribution nécessairement attendue de Vlad Guerrero ou encore des nouveaux venus et de Varsho. Il ne faut pas s'attendre, par contre, Marc, je ne sais pas, cette séquence-là, j'ai peur qu'elle soit trompeuse, mais ils les ont gagnés, ces matchs-là. Donc, contribution de tout le monde. La moyenne au bâton de 375, Marc, pendant cette séquence-là, avec des coureurs en position de marquer, ça a aidé. Ceci étant dit, Marc, si tu regardes les grosses séquences, puis là, j'ai regardé, je fais référence aux Twins, tu te rappelles, avant la blessure de Lopez, les Cards de Saint-Louis, ben, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'effectivement, ces équipes-là ont été très opportunistes pendant ces périodes de succès. Oui, bien écoute, tu n'en gagnes pas 10 de suite en jouant de façon ordinaire, surtout avec des coureurs en position de marquer. Fait que c'est clair qu'il y a un aspect là, qui a dominé. Oui. Bien, tu sais, ce que je retiens de ce que tu as dit, Alain, oui, ça peut être fragile, mais lorsque c'est fait en équipe de la sorte, ça quand même, c'est fort. Alors, tu sais, on a vu que Barger est devenu un joueur important dans le cœur de cette formation-là. Donc, on ne suffit plus justement à Vlad ou Bichette de produire offensivement. On a la contribution des gars comme Ernie Clement. Donc, c'est pas de dire, ben là, il faut absolument que un ou deux joueurs connaissent une grosse deuxième moitié de saison pour que ça se maintienne. C'est sûr que c'est une surprise de les voir dominer la division comme ils l'ont fait là, dans les derniers jours avant la pause du match des étoiles, mais ça reste que je trouve ça rafraîchissant. Si c'était l'affaire d'un seul joueur, puis que ce joueur-là tombe dans un passage à vide à la fin du mois de juillet, on va se dire ouf. Mais le fait que ce soit un travail d'équipe, je trouve que ça amène une dimension où il va falloir vraiment l'échapper, Alain, si on ne fait pas les séries du côté des Jays en 2025. Oui, puis Marc, moi, je lève mon chapeau à George Springer. C'est vraiment le bonheur de cette équipe-là. Puis ça paraît, la fameuse stat, là, bon, tu gagnes, qui te fait gagner? Springer est 1 000 en avant de tout le monde. Derrière, à une bonne distance, tu retrouves à égalité Beau Bichette et Vlad Guerrero, qui pourraient en donner plus. Marc, faut que Vlad en donne plus. C'est pas mauvais, c'est un MPP autour de 800.
Mais tu sais, cet argent-là, on disait la même chose pour Juan Soto. Hein? Juan Soto, on ne s'attend pas à un MPP de 800, puis c'est la même chose avec Vlad. Absolument, absolument, Alain. C'est surtout en termes de puissance. Puissance et points produits. C'est sûr qu'on regarde un MPP qui est une statistique importante. C'est sûr qu'on regarde la moyenne au bâton, qu'est-ce qu'il fait avec des coureurs en position de marquer. Bon. Mais tu sais, Vlad, faut la puissance, mais certainement, il faut produire des points, Alain, avec des coureurs en position de marquer. On a été gantés là, chez les Blue Jays. On a utilisé quelques premiers frappeurs. Là, Nathan Locust s'est installé là dans cette belle séquence comme premier frappeur constamment sur les buts. Donc, Vlad a des coureurs, a des possibilités de produire des points. Il faut qu'il soit en mesure de produire dans ces moments-là. Puis, la puissance, elle devrait venir. Je regarde les mois de juillet et août de la carrière de Vlad. On parle quand même d'un gars qui est capable de frapper 7, 8, 9 circuits dans chacun de ces mois-là. C'est pas le rendement qu'on a actuellement. Alors, j'ai l'impression qu'on n'a quand même pas encore vu le vrai Vladimir Guerrero se lever dans cette saison-là des Jays. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Si jamais il le fait, ben là, tu vas avoir un gars qui va accompagner Springer. Là. Absolument. Marc, on va parler des 3 autres équipes dans la course et des Orioles par la suite. Là, les Yankees de New York, Marc, ils ont eu des défis au cours de cette première moitié de saison. Aaron Judge, c'est sensationnel ce qu'il a réussi à faire là, pendant cette période-là. Il y a eu beaucoup de critiques. Évidemment, on est à New York. Critiques envers Anthony Volpe. Et Marc, c'est vrai que c'est pas le plus opportuniste cette année. Mais son WAR est quand même très, très bon. En défense, il est très bon malgré, Marc, peut-être quelques drôles de décisions en défense ces dernières semaines. C'est ça qu'on lui reproche, là, parce qu'il va chercher des balles, mais son processus décisionnel en défense, Marc, dans des moments clés en plus, c'est ça qu'on a semblé relever là, chez les partisans des Yankees. Ouais, ben, vous savez, là, on était dans une mauvaise passe chez les Yankees à un certain moment donné, donc on a l'impression qu'on est capable d'aller chercher tous les mauvais plis de chacun des joueurs. C'est la faute de la faute de l'autre. C'est déjà été la faute de la mascotte. Là, ça va à ce point-là. Là. Mais tout ça pour dire que c'est sûr qu'un joueur d'Erico des Yankees va être exposé à ça, Alain. C'est le joueur le plus impliqué sur le terrain à tous égards. Donc, c'est sûr qu'un mauvais lancer à un mauvais but ou une prise de décision ordinaire, on l'expose fois 1000, on a l'impression, chez les Yankees de New York. Et les Yankees sont solides, Alain. Je sais là ça a été une séquence qui est un peu plus difficile, qui a permis aux Jays là, de grimper au classement, mais ça reste que les Yankees vont être à surveiller. Par contre, j'ai hâte de voir la suite des choses, parce que là, ils commencent à manquer de bras, même si on voit des jeunes arriver qui font du travail très, très honnête. Ça commence à faire beaucoup de bras, beaucoup de manches de qualité à devoir remplacer. Et ça, ben, c'est pas nécessairement évident. Tu as beau avoir tout l'argent du monde, des gros budgets, Alain, c'est pas évident d'avoir ces bras-là en deuxième moitié de saison. Il y a beaucoup d'aspects positifs dans cette première moitié de saison chez les Yankees, Marc. Tu l'as mentionné. Fried et Rodon se sont comportés comme des numéros 1 en l'absence de Garrett Cole. Et ça, dans chaque équipe, d'avoir un as qui traîne les autres, c'est extrêmement important. Dominguez, ces dernières semaines, s'est élevé comme le prospect qui est supposé d'être depuis qu'on l'a embauché. Jazz Chisholm, Marc, depuis son retour d'une blessure, là, je m'excuse, là, mais fait partie du noyau important de cette équipe-là. On a un Trent Grisham qui n'était même pas sûr d'avoir une place au sein de l'équipe quand la saison a commencé, particulièrement après l'acquisition de Cody Bellinger. Marc, il y a beaucoup de points positifs dans cette formation-là au cours de cette première moitié de saison, malgré les embûches. Oui, exact. Tu fais bien les mentionner. Il y a eu des embûches, il y a eu des déceptions aussi, mais c'est vrai qu'il y a des gars qui ont produit bien davantage. Et ça, ben, écoute, faut donner le crédit à ces joueurs-là. La grande question, ben, est-ce que ça peut se reproduire en deuxième moitié de saison? Est-ce que Grisham peut répéter les chiffres qu'il a fait en première moitié? Goldschmidt a un très, très bon début de saison. Ça ralentit ses affaires. Ça reste un très bon joueur, mais est-ce qu'on peut garder... Alain, lorsqu'on va rentrer au mois d'août, là, les fameux mois d'août, là, c'est bon, évidemment pour toutes les équipes, pour tous les joueurs, mais ça reste que ceux qui ont connu vraiment des débuts de saison ou en fait des premières moitiés de saison surprises, là, ça reste le vrai test va être au mois d'août. Est-ce qu'on est capable de maintenir la cadence? Oui, oui.
Ben écoute, oui, ben les Yankees vont trouver les ressources. Il s'agit, Marc, que sur le terrain, qu'on joue un peu mieux. Il y a encore des failles, Marc, dans la base du baseball chez les Yankees de New York, là, comme si on n'avait pas appris de la Série mondiale l'année passée. Ça va falloir refermer tout ça. Les Red Sox de Boston, Marc, je pense qu'on peut avoir le même... Je pense il y a eu des défis pour différentes raisons. On s'est départi de Devers. Je pense que c'est vraiment ce qui a marqué cette première moitié de saison chez les Red Sox de Boston. Mais on semble avoir, au cours des derniers jours, la dernière semaine, derniers 10 jours, là, un regain d'énergie dans cette équipe-là. Et parmi les 3 jeunes, ben, celui qui s'est démarqué le plus, et toi tu l'as remarqué, c'est Roman Anthony. Lui, il est en train de prendre sa place, une place qui est très importante. On sait que ça va être autour des 3. Anthony Meyer puis Campbell qui va revenir. Il y en a d'autres qui se sont élevés aussi. Rafaela, Marc, c'est une des meilleures défenses au champ centre de toute la Ligue américaine présentement. Là. Lui ne retournera pas, je pense, à l'avant-champ de sitôt. Et là, la défense, regarde, qui est meilleure. Narvaez, on s'est trouvé un receveur numéro 1 par accident. Ça a pris une blessure pour que Narvaez joue régulièrement. Puis il n'est pas question que Connor Wong joue 5 fois par semaine là, à court terme. Donc, là aussi, du côté des Red Sox, on a parié, Marc. Puis, regarde, je te dis pas que c'est ça qui va arriver en deuxième moitié de saison. On est obligé de donner une bonne note là, au deuxième étage. Oui, absolument. Puis, tu sais, tu as raison de mentionner que Raphaël Devers, bon, le dossier Devers a certainement été le dossier important. Puis, écoute, je commence à comprendre un peu, bon, toutes les raisons derrière cet échange, dans le sens que on entend beaucoup de choses en ce moment, ce qui se passe avec les Giants, avec Devers. On a peut-être compris des choses aussi, Alain. On parle souvent de synergie d'équipe, de culture dans l'organisation. Est-ce qu'on a fait un petit peu de ménage à ce niveau-là? Est-ce qu'on a... Là, on s'est dit, on donne confiance aux jeunes. Ça a été tu as parlé de Roman Anthony. Ça a été un 11 premier match, on va se dire, plutôt difficile. C'est pas beaucoup, 11 matchs, là. Et là, par la suite, on a senti Anthony beaucoup plus confortable. Et là, soudainement, si tes jeunes se sentent confortables, les gars comme Duran, des gars des Trevor Story, puis là, on embarque dans le processus. Ça va vite des fois, là, une séquence heureuse, puis tu peux revirer de bord là, une synergie d'équipe assez rapidement. Ça semble être le cas du côté des Red Sox. Ben, Alain, on va se le dire, là, c'est bon pour le baseball que les Yankees et les Red Sox connaissent de bonnes saisons. Je sais que les partisans d'une équipe haïssent pas les partisans, mais haïssent l'autre équipe. Puis là, ben, on est content de voir une équipe en arracher. Mais dans le fond, là, tu veux voir les Yankees et les Red Sox. Et je sais qu'au Québec, au Canada, on veut voir les Blue Jays. C'est parfait de voir ces équipes-là lutter. Tu veux pas voir une équipe complètement dominée. En fait, je pense pas. Là, tu veux que ça se rende jusqu'au bout. Puis là, ben, avec cette poussée des Red Sox-là, ben, on se retrouve finalement avec peut-être encore, pas peut-être, mais avec possiblement une belle course à 4 équipes dans la division Est, chose qui semblait pas nécessairement possible après les 2 premiers mois de la saison. Oui. Marc, je vais te poser une question directe. Parmi les surprises, il y en a eu quelques-unes, là, j'en ai nommé quelques-uns. Si j'ai à te demander un joueur qui t'a vraiment épaté dans cette première moitié de saison chez les Red Sox de Boston? OK, un joueur, ben écoute, je veux dire Abraham Toro. Ben oui. Abraham Toro, je veux dire, Abraham Toro est arrivé, pas commencé la saison avec l'équipe, mais honnêtement, tu regardes son rendement, Alain, tu regardes tout ce qu'il a fait en défense, au bâton, on l'a retrouvé au 3e rang du rôle offensif, au 4e rang du rôle offensif. Peut-être qu'Abraham ne jouera pas tous les jours là, dans les prochaines semaines. Il va jouer peut-être 3-4 fois semaine, peu importe. Mais il est là, puis je trouve qu'il s'est rendu indispensable. Oui. Et écoute, il y a des gars qui ont connu, tu sais, je veux dire, Bregman avait un bon début de saison. Malheureusement, il a été blessé. Casas qui s'est blessé, ça a pris... C'est là qu'à ce moment-là, Abraham Toro est venu combler des vides alors qu'on s'imaginait que ça le pire, finalement. Alors, je ne dis pas que c'est uniquement en raison d'Abraham Toro, mais il a fait partie, certainement, des belles surprises en première moitié. Je suis bien d'accord. Puis on le voit aller, plus il se sent à l'aise, Marc. Puis ça paraît, je veux dire, au début, tu sais, c'est un gars qui avait toujours une bonne approche au bâton. Son nombre de buts sur balle dans le baseball mineur a toujours été quand même plus élevé que la moyenne. Et au début, écoute, il frappait. Il y avait une grosse moyenne, pas beaucoup de buts sur balle. Puis là, tu vois,
laisse passer plus de tirs, les choisit un peu plus. Ça paraît qu'il est plus confortable. Puis regarde, on le fait frapper troisième à l'occasion, dépendant évidemment qui lance. Donc, oui, effectivement. Et c'est une des belles surprises. On parlait des Rays, Marc. Ils sont encore là. C'est plus difficile, par contre, il faut bien le mentionner, depuis 2 semaines. Ils ont été pendant un mois la meilleure équipe dans le baseball majeur. Quelques surprises. Je ne sais pas si on peut parler de surprise. Marc, tu as un jeune de 21 ans, Caminero, qui en a donné pas mal plus que ça à quoi on s'attendait. Moi, j'ai prétendais que c'est les deux, Lowe et Lau, qui étaient à la base des succès de cette équipe-là en attaque. Il faut que ces deux gars-là, dans le centre de la formation, soient capables de produire. Puis quand les deux sont là, Max, écoute, la fiche de l'équipe est bonne. Sauf que Brandon Lowe, c'est toujours le point d'interrogation, puis Josh Lowe, c'était ça un peu. Puis avec un personnel de lanceurs partant, Marc, regarde, dans lequel on a ajouté un peu de profondeur dernièrement, et qu'on pourra nous ajouter un petit peu. Ça se peut que McClanahan revienne en deuxième moitié de saison, puis s'il revient en forme, Marc, je sais que le défi est gros, puis tu vas en parler, mais écoute, on a réussi de belles choses en première moitié de saison, au-delà des attentes. C'est carrément, Alain. Je veux dire, moi, cette année, compte tenu de ce qui s'est passé avec le stade, compte tenu du fait qu'on s'en va jouer dans un stade de ligue mineure, compte tenu qu'on a un calendrier complètement fou, d'ailleurs, en deuxième moitié de saison, je me disais peut-être que le miracle des Rays, à un moment donné, ça va s'estomper un peu, puis c'est pas le cas. Écoute, bravo, là. Bravo à Kevin Cash, encore une fois. Tu sais, on parle d'identité et de culture souvent, mais tu arrives avec les Rays, là, ce qui doit être le fun, c'est que tu arrives dans ton casier, là, puis tu dois savoir c'est quoi ton rôle, puis comment ça joue ici. Il n'y a pas de secret. Moi, j'ai noté un Jake Mangum qui est arrivé, Alain, qui a amené de la vitesse. C'est pas un gars qui a de la puissance, mais qui a de la vitesse. On va le début chez les Rays, on va chercher les 90 pieds additionnels, on est fatigant, on frappe des balles au sol. Puis Chandler Simpson peut se sentir encore un peu plus à l'aise, Alain. Fatigant des joueurs de même là, pour l'adversaire. Et tu as raison de parler de Lau et Lowe. Là, je pense que ça, c'est assez évident là, que ces gars-là puissent amener l'équipe à un niveau supérieur. Mais effectivement, les lanceurs partants, ça a toujours été une des grandes forces de l'équipe. Fait que, moi, je n'éliminerais pas les Rays trop rapidement. Je sais que c'est, comme tu l'as mentionné, ça a été un petit peu moins bien avant la fin, mais c'est le calendrier, Alain. On a joué le plus de matchs à domicile de tout le baseball majeur actuellement, en raison, évidemment, de la situation du stade. Là, la deuxième moitié de saison, on va en jouer pas mal à l'étranger. Alors, le défi sera de taille, évidemment, mais genre d'équipe, Alain, que ça semble pas trop les déranger. C'est ça qui est un peu fatigant, puis c'est pour ça que je trouve que parfois on a... Tu sais, je veux dire, année après année, Kevin Cash trouve le moyen, puis je pense qu'il y a encore une fois cette année, il a trouvé une autre facette du jeu qui permet aux Rays d'être dans la course. Oui. On va finir avec les Orioles de Baltimore. Marc, on n'a pas frappé à la hauteur de ce à quoi on s'attendait. On a jeté les dés. Je pense que le terme est juste pour les lanceurs. Et malheureusement, c'est la loi de Darwin qui s'est appliquée. Tout ce qui pouvait aller mal, c'est ça qui est arrivé. On a perdu Grayson Rodriguez. Charlie Martin a un début de saison absolument épouvantable. Regarde, puis on est à court, là. On se fie sur Kramer et Povich pour être les meneurs. Et visiblement, les deux promet des choses. Je ne suis pas sûr qu'ils aient le répertoire pour être les fers de lance de cette équipe-là au monticule comme lanceur partant. Puis, regarde, ils sont peut-être pas prêts à assumer ces responsabilités-là. Mais, outre ça, on n'a pas frappé à la hauteur. Puis, le parallèle se fait avec les Braves d'Atlanta. C'est à peu près la même chose. Je te rappelle, avec Alex Agostino, lors du dernier match qu'on a fait, c'était son constat chez les Braves. Puis, je pense que ça se ressemble énormément. Il y a une différence, là. Les Braves, c'est blessures. C'est peut-être une mauvaise évaluation du côté des Orioles. Bon, en tout cas, une chose est sûre, Alain, c'était clair qu'avec le personnel de lanceurs partant avec lequel on commençait la saison, je veux dire, ça allait il fallait que tout tombe en place parfaitement. Et ça n'a pas été le cas. Et comme tu as mentionné, si ça ne tombait pas en place, l'attaque pouvait compenser. C'est pas arrivé là non plus. Par contre, moi, je m'attends quand même à voir, d'avoir un gars comme Jackson Holliday poursuivre sur sa progression en deuxième moitié de saison. Moi, je m'attends quand même. On ne s'écoulera pas là, chez les Orioles. Ça ne sera pas une deuxième moitié de saison désastreuse. Je trouve d'ailleurs qu'on joue un petit peu mieux là, avant la pause. On verra ce que ça va donner, Alain. Les choses certaines, c'est clair qu'on n'avait pas les munitions au monticule. Là, est-ce qu'on
Ouais. Comment on va réagir à ça à la fin de la saison? Est-ce que ce sera la date limite cette année? Est-ce que ce sera durant l'hiver prochain? Mais la base est là, Alain. Il ne faut juste pas se décourager là, du côté des Orioles de Baltimore. Il y a une base qui est très, très solide, mais c'est au monticule qu'il va falloir trouver du rempart. Effectivement. Donc, voilà le bilan pour l'Est de la Ligue américaine. Ce complète ce premier segment qui nous amène à la question de la semaine présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voitures et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Laissez-vous aller. Que retenez-vous de cette première partie de la saison 2025? On vous invite à nous envoyer vos commentaires sur notre page Facebook, facebook.com/compte complet balado. Vous pouvez aller aussi directement sur notre site internet comptecomplet.com. Amateur de baseball, viens vivre l'expérience des capitales au Stade Canac. Du baseball professionnel, une ambiance électrique, le tout dans un stade de baseball mythique au cœur de Québec. Billets sur capitaledequebec.com. Alain, c'est le moment de souligner nos partenaires, nos principaux partenaires, évidemment, de ce très, très bon balado. Plan de match, évidemment, qui est cette boutique de baseball, magnifique boutique de baseball à Boucherville. Une autre boutique également, dans la belle région du Saguenay, c'est à Jonquière. Boutique en ligne également. C'est la mi-saison, donc il peut y avoir soit des rabais ou c'est peut-être le temps de s'équiper à nouveau pour l'automne. Alors, allez sur leur boutique en ligne également. Et on remercie les Capitales de Québec. Si vous n'êtes pas allé voir un match des Capitales de Québec à Québec au cours des dernières années, je vous le conseille fortement. Allez sur la terrasse avant le match, c'est magnifique. Les Capitales qui continuent de gagner connaissent encore une fois une saison remarquable. Le stade est plein. Je vous invite fortement à aller faire un petit tour à Québec. Tout est fait pour agrémenter votre soirée si vous y allez, je peux vous le confirmer. Marc, laisse la nationale maintenant. On va y aller en deux temps parce qu'il y a trois équipes qui se démarquent ou qui se démarquaient et deux autres qu'on voyait un peu plus à la traîne. Donc, les Phillies sont premiers, Marc. On le savait, c'est une équipe qui, pour gagner cette année, ne manque pas grand-chose à cette équipe-là. Tu regardes, tu fais le tour, les lanceurs partants excellent. Il y a Luzardo qui a eu quelques soubresauts. Mais tu peux dire, dans l'ensemble, Sanchez lance très bien. Suarez est aussi bon qu'il l'a été, je pense, à ses meilleures années. La seule tâche, c'est la blessure à Aaron Nola. Mais de la façon dont les autres se comportent, Adele a quand même montré de belles choses. On a une profondeur, là. La déception, c'est peut-être Jordan Romano, connaissant Dombrowski. Regarde, on va voir de la façon que ça se passe, mais dans l'ensemble, on a de bons bras partout. Dans les joueurs de position, c'est peut-être une des meilleures équipes que Dombrowski s'est créée depuis qu'il était à Philadelphie. Peut-être même meilleure que quand on s'est rendu en Série mondiale. Moi, j'ai toujours pensé depuis le jour 1 que c'était la meilleure équipe sur papier, compte tenu de l'âge, de l'expérience. C'est cette année que ça va se passer pour les Phillies. Ça va continuer à avancer. Il y a eu la blessure de Bryce Harper aussi. Ça va continuer à avancer, aller en deuxième moitié de saison, mais c'est sûr et certain que les Phillies vont bouger. À la date limite des transactions, est-ce que ça... Il va y avoir un releveur qui lance fort. Puis là, bien évidemment, on parlera éventuellement là, des possibles transactions, mais c'est clair que les Phillies vont bouger à ce niveau-là. Sinon, moi, je regarde ce qui se passe. Il n'y a pas beaucoup de trous. Puis, tu sais, je veux dire, les gars qui doivent transporter l'attaque, ils le font. Et Alec Baum avait connu une saison phénoménale l'an passé. Ça a été plus difficile en début d'année, mais tranquillement, pas vite. Tu sais, ce gars-là produit, mais on en a parlé. C'est une équipe un peu plus vieillissante. C'est une équipe qui a encore, selon moi, assez d'essence dans le réservoir, mais il faut que ça se passe cette année. Puis je pense que tout le monde le réalise à l'intérieur de l'équipe aussi. On a une bonne saison, puis c'est pas une mauvaise chose que les Mets et les Phillies luttent pour la première place, Alain, parce que tu avais une avance de 10-12 matchs, comme par exemple les Tigers dans la Ligue américaine, où on a une avance incroyable. Je ne dis pas qu'on se la coule tous lorsqu'on est des vétérans, mais je pense que tu aimes mieux continuer à jouer, puis à performer, puis à lutter, puis s'assurer de gagner le titre de la division. Donc ça va aider la cause des Phillies. Oui. Par contre, Marc, là, écoute, je vais te flatter dans le mauvais sens du poil. Est-ce que ce ne serait pas préférable, justement, de l'avoir, cette avance-là? Là, je fais référence aux Tigers. Les Tigers, ils l'ont, mais c'est une équipe qui est jeune. Eux autres, ils veulent gagner, ils veulent jouer. Est-ce que le rôle de Thompson, l'équipe plus vieille, est-ce que c'est pas
de préparer, de donner peut-être des congés de temps en temps dans le dernier mois de la saison à Schwarber, à Harper, à Real Muto, même à Turner. Comparativement aux Tigers, là, c'est une équipe, Riley Green, ça n'a pas 30 ans, Torkelson non plus. Il n'y a personne dans cette équipe-là là, qui est dans la même situation que les vétérans que je viens de nommer. Là, je te demande là-dessus, là, est-ce que qu'est-ce qui serait préférable, dans le fond, pour les Phillies, si je t'amène ça? Ben, écoute, dans un monde idéal, c'est clair que tu vas avoir une avance pour te permettre de reposer Harper, de reposer Schwarber et Real Muto et compagnie, c'est clair. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Là. Je veux dire, puis les partisans vont aimer ça, mais, puis en passant, c'est de même pour n'importe quelle équipe, dans le fond. C'est d'être capable, justement, puis le défi, c'est je pense que Dave Roberts a vécu au cours des dernières années aussi, de temps en temps, c'est préparer pour que tu sois fin prêt pour le mois d'octobre. Mais c'est pas évident, là. T'as beau avoir les meilleures intentions du monde, c'est pas évident de dire, OK, on va donner du repos, puis même si dans une bonne séquence, là, tu vas avoir un petit 2-3 jours de repos, puis là, mais d'amener tout le monde en même temps au mois d'octobre, là, c'est pas si évident que ça. Fait que, pour répondre à ta question, oui, ça serait bien, mais ça serait pas désastreux non plus si c'est dans l'autre sens, selon moi. Parce que, Alain, tu le sais, on l'a assez vécu au cours des dernières années. C'est l'équipe qui rentre avec un bon momentum, là, qui est dans une bonne séquence. Ça se poursuit en série habituellement. Alors que l'inverse aussi, si ça va moins bien, ça ne veut pas dire que, OK, là, la saison est finie, on change de bord, on s'en va en série, puis là, soudainement, on va frapper pour 500 équipes, tu sais. Mais comment arriver là? Il n'y a pas de solution parfaite, puis il n'y a pas de... Mais effectivement, dans un monde idéal, si tu as 10 matchs d'avance au 15 septembre ou au 10 septembre, puis là, tu dis, j'ai 3 semaines, moi, pour donner des repos à tout ce beau monde-là, n'importe qui va prendre ça, là. Oui, exact. Les Mets, Marc, regarde, ils ont été éprouvés par des blessures chez les lanceurs partants. On avait une belle profondeur. Là, elle est rudement mise à l'épreuve. On a hâte que Manaea revienne. Ça va aider. C'est pas parfait chez les Mets de New York. Mais regarde, moi, je les avais quand même choisis pour être premiers parce que là, on s'était quand même donné un Juan Soto. Juan Soto, ça a pris du temps avant que la machine parte. Quand elle est partie, c'est le reste de l'équipe qui s'est estompé. Ça a coïncidé avec une blessure à Lindor. Il a continué de jouer, Marc, mais écoute, je serais très surpris qu'il n'ait pas été incommodé là, par cette blessure à un pied. Là. Surtout qu'il joue à l'arrêt-court. Donc, mais de ce côté-là, je pense qu'on peut dire du côté des Mets, regarde, les Phillies, c'était peut-être l'équipe favorite là, pour finir premier, mais c'est quand même pas mauvais ce qu'on a fait au cours de la première moitié de saison. Là. Écoute, on est dans le coup, là, assurément. Ah oui. On était en tête un bon moment. Alonso connaît une bonne saison, producteur de points, un des meilleurs du baseball. Encore une fois, il faut que ça se poursuive. Il n'y a pas eu de gros scandales chez les Mets, qui sont toujours habitués à quelques dossiers chauds. Mais c'est sûr que les lanceurs, qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, personne ne veut se blesser, personne ne veut se retrouver dans des situations de même. Mais les Mets ont quand même les éléments, Alain, pour lutter jusqu'à la fin avec les Phillies. Et puis que les Mets ou les Phillies terminent au premier rang à la fin de la saison, il n'y a personne qui va être surpris. Là. Mais il faut maintenir la cadence. Il faut éviter ces longs passages à vide. Je ne trouve pas que le différentiel est si extraordinaire que ça. Les Mets sont à plus 39. Ça veut dire que les Phillies sont juste à plus 65. Fait que c'est pas si dominant. C'est pas comme les Yankees, par exemple, qui sont rendus à plus pas mal. Là, je veux dire, peu importe la situation. Là. Mais j'ai confiance que les Mets, Soto est reparti, tu l'as dit. À un moment donné, Lindor, ça va aller un petit peu mieux. On a des éléments qui sont solides en place du côté des Mets de New York, mais c'est ça. Il faut éviter là, une espèce de un mauvais moment ou une mauvaise décision ou à un moment donné, tout explose à New York là, assez rapidement. Là, mais moi, je m'attends vraiment à une lutte à deux d'ici la fin de ces deux équipes-là. Là. Oui, Marc, les Braves d'Atlanta, on a parlé des Orioles tantôt, c'est le même constat, les blessures. La pause du match des étoiles, celui qui aura le plus de dépenses, c'est Grant Holmes. C'est pas compliqué, c'est pas normal. Donc, tes 4 premiers partants blessés, il n'y a pas une équipe qui peut résister à ça, Marc. Je veux dire, les Braves n'ont pas frappé à la hauteur. On est en bas de la moyenne du baseball majeur, tout juste, mais quand même, c'est une équipe qui ne devrait pas être dans la moyenne du baseball majeur.
Il y a beaucoup trop de joueurs qui performent en deçà des attentes. L'absence d'Acuna, dans le contexte, a fait doublement mal. Oui, écoute, c'est un mystère quand même ce qui se passe avec les Braves d'Atlanta parce que, rappelle-toi, en début d'année, on s'était dit, bon, s'ils se maintiennent pas si pire en l'absence de Strider et Acuna, lorsque les gars vont revenir, on va pas partir pour la gloire. Et effectivement, ils étaient tout près de 500 lorsque ces gars-là sont revenus. On s'approchait, là, malgré, bon, tu l'as dit, le mauvais départ, mais ça n'a pas collé. Des gars comme Albies, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais Alain, c'est nettement, encore une fois, en deçà de ce qu'il a déjà démontré. Olsen va bien. Tu regardes, c'est un peu comme Vlad Guerrero. Olsen va bien, mais c'est pas Olsen il y a 2 ans. Alors, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que c'est lorsque tu es une équipe qui est parmi les favorites, puis moi, j'avais placé les Braves très haut encore une fois cette année. Là, ça fait 2 années que ça fonctionne moins bien, particulièrement cette année. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'on jouera la carte patience ou est-ce qu'on jouera la carte un instant? Là? On repart la machine un peu. Est-ce qu'il y aura des changements au niveau du gérant? Bon, c'est pas impossible, même si Snitker fait partie des meubles de l'organisation. Ça va être un peu une boîte à surprise, les Mets. Pas les Mets, mais bien les Braves en deuxième moitié. Oui, écoute, le noyau, je veux dire, tu peux parler d'Olsen, tu peux parler de Murphy, tu peux parler de Riley, Albies, Acuna, Harris. Tous ces joueurs-là ont des contrats à long terme, Marc. M'excuse, là, on va vivre avec ces gars-là pendant encore quelques saisons. Pas compliqué, là. Tu peux pas échanger ces gars-là au moment où on se parle. Ben, c'est-à-dire que ça peut être un avantage parce que c'est pas des gars qui gagnent si cher compte tenu du marché. Mm-hmm. Mais en même temps, est-ce quel Albies que tu vas recevoir? Est-ce que tu vas redonner vie un peu à Albies? Harris, c'est la même chose. Ces deux gars-là qui, lorsqu'ils sont dans de bonnes séquences, Alain, c'est des gars qui peuvent dominer, mais là, c'est plus difficile. Fait que ça peut aller des deux côtés au niveau des transactions. Honnêtement, là, une équipe qui va chercher Acuna Junior, là, ils l'ont à rabais. Là. On le sait, Acuna avec son long contrat. Mais en même temps, ben, les Braves, ils l'ont, puis ils l'ont pour longtemps. Exact. Mais c'est pour ça que je dis, c'est une boîte à surprise. Dans quel côté on va aller? C'est difficile à prévoir, mais je pense pas qu'on va se tourner les pouces. Il va y avoir quelque chose qui va se passer avec les Braves. Là. Marc, on va parler brièvement des Marlins. Juste le fait qu'Otto Lopez soit le premier dans l'équipe pour le WAR. C'est exceptionnel encore une fois. Frappe au milieu de la formation, montre une belle puissance, est excellent en défense. Ça avait été le cas l'année passée, le meilleur joueur de position de l'équipe. Regarde, ce gars-là est en train de se façonner une carrière qui est fort intéressante. On peut parler d'un joueur établi là maintenant. On pourra en parler l'année passée, mais c'est juste que d'être capable de le refaire cette année au même niveau que l'année passée, et même mieux encore. Tu parlais de Taureau, mais chapeau aussi à Otto Lopez. Absolument. Absolument. C'était un gros joueur d'avenir dans l'organisation des Blue Jays à un certain moment donné, mais bon, par la force des choses, il a quitté, puis il a trouvé sa place. Il a pris quelques équipes, mais il a trouvé sa place, puis même lorsqu'il est blessé, lorsqu'il est revenu au jeu, il était en mesure de reprendre son poste, puis son poste qui est important dans l'équipe. Alors, bravo, effectivement, il faut souligner le travail d'Otto Lopez. C'est fantastique de voir ce gars-là aller présentement. Là. Et rapidement, Washington, évidemment, on n'a pas joué à la hauteur des attentes. On voulait une amélioration par rapport à l'an passé. Quelques joueurs l'ont fait, sauf que c'est pas au niveau attendu. Puis ça a coûté, l'emploi et à Mike Rizzo et à Dave Martinez. Puis, malheureusement, plus une surprise dans le cas de Rizzo dans mon cas, mais pas surpris dans le cas de Dave Martinez, puis pas parce que c'est pas un bon gérant. C'est qu'à un moment donné, là, comme on sait dans le monde du sport, c'est comme ça. Là, mais là, je ne sais pas à quel point, Alain, dans ce dossier-là, si lorsque la direction est venue voir Rizzo, puis on dit, écoute, on va faire procéder à un changement, Rizzo pourrait être le genre de gars qui a dit, écoute, si vous le remplacez, remplacez-moi aussi. Là. Tu comprends? C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est peut-être un peu ça qui s'est passé. Parce que c'était l'homme de la situation, c'était l'homme de Mike Rizzo dans le cas de Dave Martinez. Alors, en tout cas, ça pour dire, on verra ce que ça va donner en deuxième moitié de saison. Il y a tout un noyau de jeunes, par contre, là, du côté des Nationals. Fait que la nouvelle direction peut arriver. Il y a quand même des éléments en place. C'est pas une reconstruction complète, évidemment. Oui, effectivement. Puis là, on a notre numéro 1 comme lanceur partant. Donc, la base est solide avec Mackenzie Gore. Je pense qu'il va encore s'améliorer. Abrams et Woods autour de ces deux gars-là. On aimerait que Dylan Cruz s'ajoute
à ce groupe-là. Mais Marc, on a tendance à oublier que Cruz, il a à peine 1 an d'expérience dans le baseball professionnel. Ouais. Non, mais exact. Il faut donner la chance parfois à des jeunes de se développer correctement. C'est pas si évident que ça. Oui. La carte de baseball de la semaine, une présentation de cœur de trait-d'union-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 60 000 articles disponibles en vente sur eBay et une cote parfaite de satisfaction à 100%. On jette notre dévolu aujourd'hui sur Ernie Banks, qui a passé toute sa carrière avec les Cubs de Chicago. La carte de la série Bowman de 1955, c'est la carte numéro 242. Et juste une petite note, si vous écoutez ce balado, ben, la partie visuelle sera disponible à compter de mardi. Donc, on le voit sur une télé, c'est que c'est en 1955, on commençait à présenter de façon régulière des matchs de baseball à la télévision. C'est de plus en plus populaire. C'est la dernière année que la série Bowman a été disponible. C'est une série de 324 Bowman qui a été achetée par la suite par Topps. Et à l'endos, ben, ce qu'on peut remarquer, c'est que ça faisait pas longtemps qu'il était dans le baseball majeur, mais c'était déjà aperçu que lui, selon lui, Robin Roberts était le lanceur le plus coriace. Juste dire quelque chose, probablement qu'il y a plusieurs frappeurs dans le baseball majeur qui pensaient aussi que Robin Roberts était le meilleur lanceur de la Ligue nationale. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. On vous invite à la lecture, les jeunes, avec les histoires écrites par notre ami Bob McDuff. On vous invite à aller sur le site internet www.baseballbob.ca avec la série qui porte avec thème central le baseball. Au cours des dernières semaines, il y a un 4e livre de cette série qui est sorti, Baseball Bob et le chant des tournesols. C'est un excellent moyen de vous initier à la lecture et pourquoi pas au baseball. Il n'y a rien de tel pour stimuler votre imagination et votre curiosité. Notre profil de la semaine, Jazz Chisholm, qui est maintenant officiellement le 2e but des Yankees de New York. Marc, te rappelais-tu qu'il avait commencé sa carrière avec l'organisation des Diamondbacks de l'Arizona? Non, je m'en rappelle pas, mais effectivement, c'est en lisant sa bio tantôt. Une grosse transaction, Marc, pour Zach Garland en 2019. Je pense que les deux ont trouvé leur compte dans cette transaction-là. Disons-le, à cette époque-là, les Marlins avaient un surplus de lanceurs partants. Donc, on avait décidé d'acquérir quelqu'un qui avait des habiletés, ça c'est clair, des habiletés athlétiques. Donc, lui s'est initié au baseball par le biais de sa grand-mère, qui jouait au softball aux Bahamas. C'est pas évident de jouer au baseball là-bas. On peut y jouer, mais à un haut niveau, c'est moins sûr, de sorte qu'au niveau secondaire, ben, il a déménagé, Marc. Ça m'a surpris, à Wichita, au Kansas. Généralement, il y a beaucoup de ces jeunes qui vont aller en Floride. Je pense à la filière portoricaine, là. Je pense au Lindor, par exemple, qui sont allés dans les écoles secondaires là-bas, dans des écoles extrêmement spécialisées. Ben, lui, c'est en allé au Kansas, où il a aussi joué au football et au basketball. Pas surpris non plus. Donc, c'est fait des dents avec les Marlins jusqu'à une transaction qu'il a amenée aux Yankees de New York l'année passée. Marc, ça a peut-être pris un petit peu plus de temps que prévu avant qu'il trouve ses aises. Pas qu'il était gêné, c'est pas son genre. Sauf que depuis son retour de blessure, Marc, c'est vraiment impressionnant de la façon dont il se conduit à l'attaque. Absolument. Ah oui, puis on l'a même placé là, dans le cœur de la formation des Yankees. Oui. Écoute, c'est un gars qui amène beaucoup d'énergie, qui amène une attitude, faut-il le dire. Puis souvent, ça a manqué aux Yankees. Hein. Rappelle-toi, là, chaque année, on disait, il me semble que des fois, là, ça prendrait un gars qui... On pensait que Juan Soto était l'homme de la situation. Ouais. Soto qui a quitté, évidemment, après une saison. Mais Chisholm, je veux dire, c'est sûr qu'il n'y a peut-être pas le profil d'un grand Yankee, mais je trouve que ça y va bien, l'uniforme des Yankees. Et il joue bien. Alors, lorsqu'il frappe de la sorte, on va prendre n'importe qui tout le temps, tu vas me dire, là, mais... Puis là, son transfert au 2e va être pas mal plus efficace. Oui, et moi, ce que j'aime, Marc, c'est l'image qu'il amène. Moi, je me rappelle à mes débuts, quand j'ai commencé à suivre le baseball, il me fait beaucoup penser à ce qu'amenait Mickey Rivers avec cette équipe-là. Mickey Rivers était complètement détaché de ce qui se passait. Il pouvait être dans une séquence 0 en 40, ça ne le dérangeait pas beaucoup. D'ailleurs, il a écrit un livre où ça donne rien sans faire.
Sa philosophie, ça ne donne rien de s'en faire sur des choses que tu ne contrôles pas puisque tu ne les contrôles pas. Et ça ne donne rien de s'en faire sur des choses que tu contrôles puisque tu peux les contrôler. Donc, il a écrit un livre là-dessus. Puis dans le fond, quand tu y penses, c'était pas fou. Et lui et Reggie Jackson s'échangeaient, Marc, c'était à un haut niveau, ces échanges-là philosophiques. Il y en a un qui n'était pas allé à l'école très longtemps, c'était Mickey Rivers, et l'autre qui était allé à Arizona State. Et Reggie qui disait souvent à Mickey Rivers, t'es pas allé à l'école longtemps, puis l'autre il dit, ben tu devrais peut-être te mettre à faire frapper tes bâtons parce que tu fais rien de ce temps-là. Regarde, je te le dis, là, Mickey Rivers avait ce détachement qui était sain dans une image des Yankees, Marc, qui a toujours été très corporatiste. Je trouve que Jazz Chisholm arrive, puis tu sais, il bouscule un peu les choses dans sa façon de faire. Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Là. Ouais, ben, je trouve ça rafraîchissant. Là. En fait tu te dis exactement ce que je pensais dans d'autres mots, là, mais c'est effectivement le cas. Ça en prend des gars comme ça. Je pense surtout chez les Yankees de New York. Et je ne suis pas surpris de ses succès. Et d'ailleurs, convaincu que ça va se poursuivre en deuxième moitié de saison. Là. Marc, on va y aller avec les bilans des deux sections centrales. Il y en a une dans l'américaine. Détroit domine complètement. Les trois, les White Sox, on s'attendait pas à grand-chose, donc on ne s'attendra pas là-dessus. Les trois autres avaient certaines attentes. Regarde, les Twins avaient été ça en 2024. On pensait que ça s'était replacé. C'est assez curieux quand même que ce soit la perte d'un lanceur partant, oui, de premier plan, mais qui a fait en sorte que ça s'est effondré. Puis c'est pas un hasard, Marc, on a bien vu des chiffres. Là, je veux dire, le personnel de lanceur s'est effondré après la blessure de Pablo Lopez avec les Twins du Minnesota. Kansas City ne frappe pas. L'avenue du jeune Kelly Unknown, malheureusement, il en arrache à ses débuts dans le baseball majeur. Ça n'a pas beaucoup aidé. Witt se trouve bien seul. L'année passée, Perez, Marc, avait eu une bonne saison, mais je pense que le poids des années et autres commence à être lourd sur ses épaules et sur ses genoux. Regarde, il n'y a pas de compétition présentement, malheureusement, là, dans cette section-là. Et il y a trois équipes l'an dernier qui ont fait les séries de cette division. Ouais. Ça ne sera pas le cas cette année, même si il y a un réveil des Royals, on sait quand même, bon, évidemment, on ne gagnera pas le titre de la division. En partant, là, ça appartient aux Tigers, là, ça bougera pas. Puis si on veut créer quelques surprises au niveau des équipes repêchées, ben il va falloir que ça soit rapidement après la pause du match des étoiles, Alain, parce que lorsque des équipes qui vont vouloir acheter, on va cogner aux portes de ces équipes-là. Fait que Seth Lugo va être encore avec les Royals. On pourrait parler d'Emmanuel Classé avec Cleveland. Bon, est-ce qu'on est capable d'aller... Tu sais, parce que faut pas se le cacher, ce sont des franchises comme ça. Là, je veux dire, c'est pas des équipes qui gardent ces joueurs-là lorsque ça va coûter vraiment, vraiment cher, à moins qu'on les ait sous contrat à long terme. Là. Fait que, on va les échanger pour avoir des jeunes qui vont arriver, qui vont aider rapidement, mais qui vont avoir moins d'expérience. Fait que, moi, je m'attends à ce qu'on ait pigé dans ces équipes-là pas mal, Alain, des transactions. Ouais. Et dans le cas de Cleveland, Marc, je pense qu'on a voulu emprunter un peu la façon de faire des Rays. Marc, ces dernières années, on avait eu beaucoup de succès chez les lanceurs, mais tu regardes la perte de Josh Naylor, je sais que Manzardo, on comptait beaucoup sur lui. C'est pas qu'il a mal fait, Marc, mais c'est pas le rendement de Josh Naylor. Non, exact. Tu peux pas le remplacer un pour un. Il fallait que Manzardo t'en donne, mais qu'un autre t'en donne un petit peu plus. Puis il y a eu quelques déceptions aussi au niveau des voltigeurs. Alain, ça reste. Je sais que le baseball, c'est 162 matchs, mais tu vois, parfois, le problème, là, il est assez évident. Il n'est pas facile toujours à régler. Puis pendant ce temps-là, t'en perds 4 sur 6, t'en perds 3 sur 6, t'en perds 3 sur 10. Puis là, à un moment donné, ça devient un petit peu plus difficile. Alors, écoute, moi, je m'attends à ce qu'il y ait du mouvement de personnel pas mal dans cette division-là. Oui. On va aller dans l'Ouest maintenant. Ligue nationale d'abord. Shohei Ohtani, retour au monticule. Mais Marc, la façon dont Dave Roberts parle, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soit le sauveur au monticule en deuxième moitié de saison. Mais on va s'attarder à ce qu'il a réalisé quand même en première moitié. C'est encore lui qui est le cœur de cette équipe-là. Les Dangers qui ont navigué en eau trouble, Marc, je veux dire, c'est épouvantable là, le personnel de lanceurs qui est sur la liste des joueurs blessés. On pourrait faire une équipe complète là-dessus avec les Dangers. On a réussi à naviguer. On l'a dit souvent, Marc. Bon, Friedman, qui est à la tête de l'équipe, c'est un ancien des Rays, donc c'est la même méthode avec plus de moyens. C'est pour ça qu'on réussit à garder la tête hors de l'eau et plus chez les Dangers de Los Angeles.
Oui, effectivement. La bonne nouvelle, c'est que Glasnow devrait revenir plus tôt que tard. Ouais. Blake Snell aussi. Tout va bien. Mhm. Alors là, on va se retrouver. Tu sais, à un moment donné, on va en récupérer une couple, là. Ouais. Puis bon, est-ce que les vétérans comme Freeman, Betts vont continuer? Tu sais, moi, je suis pas trop inquiet. Évidemment, Mhm. avec l'hiver passé, on s'attendait à 110, certains disaient même 120 victoires. Ce sera pas le cas, évidemment, là, mais Ouais. tu sais, malgré toutes les embûches, Alain, puis tu sais, il y a une mauvaise séquence à la fin du premier, la première moitié du calendrier. Mhm. Mauvaise séquence pour les Dodgers, mais malgré tout, tu sais, ça reste une équipe de premier plan. Ah ouais. Donc, le retour de certains lanceurs partants, évidemment, ça va faire beaucoup de Mhm. bien, mais faut se questionner, Alain. Avec tous ces joueurs blessés, on s'est questionné longtemps sur les Angels avec tous les lanceurs blessés, mais Ouais. je comprends, là, on comprend que la vélocité, puis bon, il y a un paquet d'affaires, mais lorsque tu arrives dans une organisation, puis il y en a autant, il faut quand même essayer d'aller gratter un peu pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ça, là. Absolument. Marc, est-ce que les Giants, c'est toutes des équipes surprises cette année? Je pense que oui, là. Ben oui. Si on avait nommé quelques équipes surprises, certainement les Giants, même si, bon, on avait signé un gros joueur autonome, Ouais. parce que longtemps, on a essayé pour Judge, on a essayé pour Soto, on a essayé pour ben du monde. Fait qu'Adamez est arrivé, ça a été un lent début pour lui. Mais, tu sais, on parlait tantôt de Jazz Chisholm, ça, c'est un gars que j'aime bien, moi, dans une équipe. C'est un gars qui amène beaucoup de Mhm. vie, beaucoup d'énergie. Ouais. Et là, ben évidemment, l'arrivée de Devers, on va voir ce que ça va donner. Ça n'a pas donné le résultat encore souhaité. Là. On joue même pas, Ouais. à peu près pas pour 500 depuis l'arrivée de Devers. Mais là, on commence, je trouve, à avoir des éléments vraiment intéressants. Bon, là, tu vas me dire, Justin Verlander n'a pas gagné un match encore cette année. Là. Il y Ouais. a un peu de malchance, mais en même Ouais. temps, tu sais, je pense que là, l'âge a rejoint ou a rattrapé Justin Verlander. Là. Absolument, oui. Les Diamondbacks, Marc, c'est au monticule. Zach Gallen, ton numéro 1, ne lance pas comme un numéro 1. Ça fait très, très mal. On frappe. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais au monticule, Eduardo Rodriguez, Marc, parlait de mauvaise embauche. Jusqu'ici, il n'en a pas donné pour son argent avec les Diamondbacks. Ils ne sont pas chanceux, Marc. Hein? Jordan Montgomery, Eduardo Rodriguez, les gauchers là, sur le marché des joueurs autonomes. Regarde, il y en a des comme ça. Ben, puis tu peux ajouter Corbin Burns. On peut ajouter Corbin Burns qui est effectivement sur la touche en première moitié de saison. Je pense que c'est le constat qu'on peut faire, là, puis on verra ce qui va arriver. Marc, ça m'amène, je parlais des Giants, des Brewers de Milwaukee, là, comme équipe surprise. Puis là, en plus, Kurt Woodruff qui est revenu en fin de cette première partie de la saison. Une équipe, je pense pas on n'a pas les moyens de bouger beaucoup, mais on a réussi à se bâtir quelque chose d'intéressant. Puis si Andrew Vaughn se met à frapper comme on pense qu'il est capable de frapper, oups! C'est une équipe intéressante, ça. Ben, écoute, Alain, tu sais, je donne beaucoup de crédit à Kevin Cash chez les Rays. Là, je vais donner du crédit à Pat Murphy. Là. Et ça a été longtemps un gérant, enfin un instructeur là, qui était pas sur... Ouais. qui était un instructeur, qui n'était pas le gérant. Là, on lui donne la chance d'être gérant tard dans sa carrière. Des gros souliers à remplacer, faut-il le dire. Craig Counsell était très populaire. Mais, tu sais, c'est ça. Culture d'équipe. Regarde, on joue là. C'est dur de jouer contre Milwaukee. Vraiment, on lance bien. On lance très, très bien, mais c'est fatigant. Les présences au bâton sont solides. Tu vois que puis, tu sais, on s'est fait éliminer l'année passée. Là, on se souvient du circuit de Alonso. Là. C'est comme si on avait une petite crotte sur le cœur, puis on s'est dit là, on est de retour. Puis c'est une surprise. Tu me dis que les Giants sont une surprise. Milwaukee est certes une belle surprise pour moi cette année. Puis tu l'as dit, là, Woodruff qui revient assez convaincant à son premier départ. Ouais. Moi, j'aime ce que je vois. Oui. Marc, les Cubs sont plus tout seuls. Ça, on le voit bien avec les Brewers. Mais je vais te poser une question sur les Cards de Saint-Louis. Pour les avoir regardés un peu, je les trouve dynamiques. Je les trouve dynamiques et plus que même dans certaines bonnes années qu'on a vécues. Même quand ils se rendent en série régulièrement, je les regarde aller, ça court, ça lance. Ils sont plus jeunes. Je déteste pas les voir aller, moi. Non, moi non plus. Puis surtout, comment ça. Tu sais, rappelle-toi le dossier Arenado au camp d'entraînement, comme ça. Oui.
mal géré, cette affaire-là. Là. Tout le monde s'attendait à ce que Ronaldo soit échangé, puis on le faisait jouer quand même, puis c'était une question de temps, là, il allait partir à quel moment, puis finalement, il est encore là. Finalement, les jeunes Cards jouent effectivement bien. Il y a des bons athlètes dans cette équipe-là, Alain, puis mais je suis pas sûr qu'on va tenir le coup nécessairement au monticule. Il y en a des bons, évidemment, là, Sonny Gray fait un travail remarquable, là, mais mais écoute, à la date limite, pas à la date limite, mais à la pause du match des étoiles, on est dans le coup. Lorsque tu es dans le coup à ce moment-là, tout peut arriver en deuxième moitié de saison. Mais il faut que toi, tu mettes en place comme... parce qu'ils ont une très, très belle séquence, eux aussi, à un certain moment donné, dans la première moitié de saison. Mais c'est pas une équipe qui va disparaître. Effectivement, là, je pense pas qu'ils vont disparaître là, du classement. Là. On va lutter un petit bout de temps. J'aime la synergie en ce moment. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas impliqués dans une transaction. Là, c'est de savoir est-ce qu'ils vont être acheteurs ou vendeurs du côté des Cards. Bon, on va terminer avec l'Ouest de la Ligue américaine. Marc, les Astros, je ne dis pas qu'ils sont tout seuls, mais écoute, la culture d'entreprise, je pense, joue pour gros dans ce qui se passe dans l'Ouest de la Ligue américaine. Tu sais, je veux dire, on a changé beaucoup de joueurs depuis... Tu sais, c'est en 2017 on pourrait même remonter en 2015. Là, on a fait des séries, on a manqué 2016, mais on ne les a pas manqué des séries depuis 2017, puis on se disait, bon, c'est cette année que ça va s'arrêter. Ça ne s'arrêtera pas cette année du tout. Là. Non, puis ça, malgré les blessures Alvarez, là, c'est Peña qui est sur la touche. Puis on continue. Donc, tu fais bien de parler de culture d'entreprise. Pas parce que les Bregman, mais autrefois les Springer, puis là, les Tucker, puis les Bregman qui sont partis, là, non, on a... tu sais, Alain, c'est ça. C'est ça une culture d'entreprise. Un jeune arrive ou un joueur arrive d'une autre organisation. Hey, tu sais, la nouvelle génération, là, ce qu'ils ont connu, là, c'est que Houston est une équipe gagnante. Tu sais, il y a quelqu'un qui suit le baseball depuis 6, 7, 8 ans, là, je m'excuse, mais les Astros sont toujours dans le coup. Alors, il y a une culture d'entreprise, puis les joueurs arrivent, savent qu'il faut élever notre jeu d'un cran, puis il y a des organisations qui n'ont pas été en mesure d'avoir cette culture-là ou cette manière de faire-là. Les Astros, ils l'ont. Et chapeau pour avoir justement réussi sans avoir... Tu sais, écoute, tu perds un Kyle Tucker, là. Un gros morceau, là. Tu sais, tu as Alvarez qui ne performe pas aussi bien comme tu le penses. Tu as un Altuve qui vieillit comme tout le monde. Mais non, on réussit. Puis, tu sais, la transaction qui a amené le jeune Smith, soudainement, ça fait bien paraître les Astros. Fait que, organisation comme ça, là, c'est assez puissant, puis ils se sont dotés quand même d'une pas pire avance dans leur division, Alain. Donc, moi, j'entrevois pas là, une mauvaise passe au point où une équipe va les rattraper dans cette division-là. Oui, écoute, dans le reste, les Aces, c'est décevant, Marc, compte tenu qu'ils ont joué pour 500 en deuxième moitié de saison l'année passée. C'est une équipe... Regarde, tu vas les affronter en deuxième partie de saison. C'est une équipe qui va être dangereuse. Je veux dire, le cœur de la formation peut te faire très, très mal à l'attaque. Tu peux marquer beaucoup de points contre eux. Severino, c'est une énorme déception. Tu sais, on pensait... on se fiait sur lui pour être le numéro 1. C'est pas compliqué. Il n'a pas agi comme tel. Puis, malheureusement, ça se ressent souvent dans ceux qui suivent. Les Angels tentent de se maintenir à 500 malgré le retour de Mike Trout. Puis, la seule équipe qui pourrait peut-être se détacher, Marc, les Mariners de Seattle, regarde, avec un minimum d'attaque, tu sais, puis il y a deux noms sur lesquels je veux que tu me parles un petit peu, puis justement, je parle des Mariners, un dans chaque ligue, Cal Raleigh puis Pete Crow Armstrong. Bon, écoute, Pete Crow Armstrong, moi, je le voyais gros cette année. Rappelle-toi, en début de saison, c'est un des joueurs que je disais qui était vraiment surveillé. Honnêtement, je pensais pas que ça allait être aussi efficace que ça dans son cas. C'est un gars qui c'est 25-25, 25 circuits, 25 buts volés. On peut rêver un peu, là, mais Ohtani avec son 50-50 l'année dernière. Mais écoute, il est toujours impliqué dans des jeux défensifs incroyables au champ centre, frappe la balle. Oui, Kyle Tucker est un ajout important, mais je vous dirais que la progression de Pete Crow Armstrong fait une énorme différence chez les Cubs de Chicago. Puis Alain, Cal Raleigh, je veux dire, regarde bien, là, un receveur en plus, frappe autant de coups de circuit. Chapeau, je veux dire, c'est une belle progression année après année dans son cas. Puis là, il pousse à un autre niveau. Il est en train évidemment, de dominer complètement, certainement, chez les Mariners, mais de lutter avec Aaron Judge en plus.
Non, vraiment deux très, très, je dirais pas des belles surprises, mais certainement des joueurs qui, tu vas payer pour aller les voir jouer. Tu veux voir un circuit de rallye, tu veux voir un Pico Armstrong faire un catch ou frapper un trip contre la vigne au Wrigley Field. Donc, ça, c'est très vendeur. Ben écoute, Marc, la table est mise cette deuxième partie de la saison 2025. Et écoute, tout le monde va revenir en pleine forme, on le souhaite. Il va y avoir des retours au jeu. Il y a des joueurs qui vont changer d'équipe. Bref, nous, on va continuer de suivre ce qui se passe dans le monde du baseball. Marc, je vais terminer en soulignant le décès de Lee Elia qui est survenu au début du week-end, un ancien gérant dans le baseball majeur. Pourquoi? Il a marqué quand même les années 80. Et alors qu'il était avec les Cubs de Chicago, ça se passait au mois d'avril 1983, après une défaite des Cubs contre les Dodgers de Los Angeles. Il est allé d'un discours de 3 minutes à l'endroit des journalistes qui visait les partisans qui huaient ses joueurs. Ça a duré 3 minutes. On a relevé 35 fois le mot qui commence par F en anglais et ses dérivés. 35 en 3 minutes. Je ferai le calcul, là, mais ça en fait pas mal à la seconde. Et grosso modo, le message, évidemment, je ne ferai pas les 35, des 3 minutes, mais ça se résumait ainsi, c'est-à-dire, à Chicago, là, le monde, dans le jour, parce qu'il n'y a pas de lumière, hein, ça jouait le jour à Chicago, le jour, les gens à Chicago, les gens normaux travaillent, le reste, le 15%, ils viennent ici embêter mes joueurs. Il n'a pas fini la saison. Regarde, il n'a pas fini la saison avec les Cubs de Chicago. On n'avait pas une très bonne équipe à ce moment-là non plus. Je voulais juste souligner, Marc, cette partie de l'histoire. Puis si vous êtes intéressé, ben, le discours de Lee Elia est disponible en audio et par écrit. La transcription est là. Si vous connaissez l'anglais, si vous êtes capable de lire entre les mots en F, vous devriez comprendre l'essence du discours de Lee Elia cette journée-là, donc décédé au cours de la dernière fin de semaine. Ça nous amène à l'horaire des matchs de la semaine qui vient. Les matchs présentés à RDS, c'est une présentation de Lester, maître du smoked meat et des hot dogs depuis 1931. Un festin, que ce soit en famille, regarder un match en amis. Lester est toujours au rendez-vous. C'est disponible chez votre épicier préféré. Évidemment, c'est la pause du match des étoiles, donc on revient, nous, le 20 juillet, avec un duel entre les Tigers de Détroit et les Rangers du Texas. Les Tigers font flèche de tout bois, vont tenter de poursuivre sur cette lancée. Donc, en deuxième partie de saison, on y va avec les Tigers. Ce sera évidemment ce dimanche 20 juillet. Voilà ce qui complète ce balado, alors qu'on faisait le bilan de cette première partie de la saison. Merci à Martin Villeneuve pour son excellent travail à la technique, Alain Usereau. De la part de Mark Griffin, on vous souhaite une bonne pause. Reposez-vous bien. On se revoit très bientôt. À la prochaine. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion, et par les capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball.